Bonjour. Bonjour. Bonjour, je suis Messaline Cartella de la formation continue. Voilà, ça va aller pour partager l'écran? Présentation? Oui, On peut déjà faire un petit test si vous alors, avez 2 minutes. je vais partager cet écran. Parfait. Il faut juste le mettre en présentation. Alors, Ouais, ben est-ce que voilà, ça va pour vous? c'est parfait. Ça n'a Très bien. jamais été aussi rapide. Voilà. Juste faites-moi signe quand je peux commencer. Oui, on va peut-être attendre 3-4 minutes, 17 h et Bien sûr. voilà, vous pouvez lancer le cours à 17 h. Est-ce que je verrai quand les autres sont en ligne ou je commence tout Normalement, simplement à oui, vous 17 h? avez une vue sur les participants. Sauf si vous êtes en mode présentation. Mais en tout cas, là, je ne vois pas grand monde, mais non, en fait, il y a encore personne. Moi non plus, je ne vois pas, mais Non, OK. Mais très bien, on attend un tout petit peu. mais je reste connectée, voilà, jusqu'à 5 h, 5 h 05. Je vous propose de commencer le cours. Très bien. Euh, Bonjour, chers collègues. Je vais essayer de
vous faire naviguer par la pathologie du péricarde au cours d'une heure, ce qui est un vrai challenge pour moi. Mon nom, c'est Mihai Strachenaru, je suis cardiologue spécialiste plutôt en imagerie cardiaque. Je travaille à l'hôpital Erasme. La pathologie du péricarde. Je me suis proposé de commencer par une description de l'anatomie, de la physiologie, ainsi que des principaux syndromes péricardiques qu'on va rencontrer dans la clinique. Bien évidemment, étant donné le temps limité, on n'aura jamais la possibilité d'être exhaustive et couvrir toutes les pathologies. Alors, concernant l'anatomie du péricarde, le péricarde, c'est un sac dans lequel se trouve la plupart de la masse cardiaque jusqu'à la racine des grands vaisseaux. En fait, ce sac, il est formé d'une partie fibreuse qui est bien attachée au sternum, qui tient le cœur en place, et une deuxième partie qui est soi-disant séreuse, qui est faite à son tour des deux parties, une partie pariétale et une partie viscérale, entre lesquelles se trouve la petite quantité de liquide péricardique physiologique. Cette petite quantité de liquide péricardique physiologique, elle est donc normale, elle doit exister, mais elle est tellement petite que en fait, le péricarde est quasi virtuel en diastole. On ne le voit pas normalement sur une échographie normale qu'en systole. Vous allez voir, on va discuter pourquoi ce liquide existe et quel est son rôle, mais vous pouvez déjà imaginer que le liquide a une importance plutôt mécanique et de couplage mécanique, comme tous les liquides séreux de notre organisme. L'épaisseur totale d'un péricarde normal touche les 2 mm sur un cœur normal. Comment se forme ce péricarde? En fait, c'est une réflexion. C'est comme si on mettait, comme vous voyez ici, un point dans un ballon et qu'on y poussait dedans jusqu'à ce que le point soit totalement enveloppé dans ce ballon. Et ce n'est pas exactement ce qui se passe dans le développement, parce que vous savez que le cœur est au début une sorte de tube qui va se plier et se roter sur soi-même. Mais le résultat final, c'est que en fait, le péricarde est enveloppé par ce ballon formé de deux petits feuillets, entre lesquels se trouve le liquide péricardique normal. Le repli de cet ancien système qui est dans mon analogie ici, c'est un ballon, peut être retrouvé au niveau postérieur, au niveau des sinus du péricarde. Le rôle de ces sinus, c'est quand même important. Ce n'est pas qu'un détail anatomique, c'est aussi un détail physiologique et avec un reflet dans la clinique du péricarde. On va en parler un tout petit peu plus tard. Qu'est-ce qu'il fait, ce péricarde? Pourquoi on l'a? En principe, si on enlève le péricarde, donc les patients qui ont bénéficié d'une péricardiectomie, ainsi que les patients qui, de manière congénitale, n'ont pas de péricarde, ça existe, donc l'absence congénitale du péricarde, on ne retrouve pas des grandes conséquences. Donc ça peut passer, disons, inaperçu. Évidemment, le cœur peut prendre une forme un tout petit peu plus en ballon, et éventuellement, il peut y avoir une régurgitation tricuspidienne à cause de la dilatation de l'anneau tricuspidien. Mais autrement, le cœur ne semble pas vraiment souffrir. Pourtant, quand le péricarde est là, il semble avoir une sorte de limite mécanique à la dilatation aiguë du cœur si jamais il y a une surcharge volumétrique importante aiguë. Il a un rôle pour consolider, disons, au niveau mécanique, la contraction du cœur. C'est comme une sorte d'appui de partie fixe qui va permettre la contraction et le mouvement du cœur et sa position constante dans le thorax. On considère aussi que
la partie surtout fibreuse et surtout le rôle immunitaire du péricarde représente une barrière aux infections et aux tumeurs. On sait que les tumeurs péricardiques sont exceptionnellement rares et même les métastases sont beaucoup plus rares que d'autres types d'invasion métastatique dans d'autres organes et même dans d'autres séreuses. Donc, c'est une barrière efficace. Autre chose, évidemment, à part le fait que mécaniquement, le cœur est tenu en place par le péricarde, il y a aussi le mouvement. Et là, c'est le rôle très, très important du liquide péricardique, le petit feuillet du liquide péricardique qui, par sa tension superficielle, maintient un mouvement et un volume du cœur. Donc, c'est un rôle mécanique très important. Autre chose, c'est que le péricarde a une innervation propre, donc permet une certaine perception de la douleur en cas de certaines agressions, que ce soit des agressions inflammatoires, que ce soit des agressions nécrotiques ou d'autres types d'agressions sur le cœur, surtout au niveau de la partie épicardique. Évidemment, dans le même contexte de support mécanique, il y a aussi l'interaction avec la fonction cardiaque systolique ou diastolique. Quelles sont les propriétés mécaniques du péricarde? Étant donné que c'est un feuillet ou un ensemble de feuillets qui entoure tout le cœur, ces propriétés mécaniques sont très, très importantes. Évidemment, comme je vous ai dit, il y a un feuillet fibreux, donc il existe un degré d'élasticité, mais cette élasticité est limitée. Le degré d'élasticité dépend surtout de la présence d'un volume de liquide, de l'épaisseur du péricarde et bien sûr la vitesse à laquelle ce liquide s'accumule. Évidemment, en cas d'accumulation rapide de liquide, la limite est beaucoup plus vite atteinte. L'accumulation lente permet des volumes liquidiens très importants, parfois spectaculaires. Ça veut dire qu'une accumulation de 100 ml très rapide peut mener à la tamponnade. L'accumulation très lente peut permettre 1 litre de liquide qui est assez bien toléré. Raison pour laquelle ce comportement spécifique que vous voyez là avec ce type de courbe représente une courbe de hyperélasticité. Ça veut dire le plus on le détend, le moins il devient compliant. Avec un point où c'est une limite, à ce moment-là, il y a une intolérance, un last drop phenomenon, ça veut dire qu'à un point précis, ce n'est plus bien toléré. Comment est-ce qu'on regarde le péricarde? Du point de vue clinique, il n'y a pas grand-chose qui est spécifique. On peut, comme je vous ai dit, voir une accumulation de liquide qui est silencieuse jusqu'à très tard dans l'avancement de la maladie. Une attente péricardique dans le cadre d'une maladie virale, une petite péricardite, peut passer totalement asymptomatique. On peut la découvrir tout à fait par hasard en faisant une échographie pour autre chose ou pour des symptômes assez peu spécifiques. Ou bien ça peut être vraiment très bien exprimé avec des douleurs thoraciques. L'électrocardiogramme a certaines qualités dans la détection d'une péricardite, mais seule en soi, elle n'est pas suffisamment sensible ou spécifique. Évidemment, la radiographie thoracique n'a quasi aucun rôle dans la pathologie du péricarde que si la pathologie arrive dans des stades très tardifs. Vous allez voir, et surtout dans le diagnostic des complications et des autres attentes autour du cœur. L'échocardiographie prend un rôle central dans le diagnostic de toute maladie du péricarde. Pourquoi? Parce que c'est très accessible. Elle donne beaucoup de données d'une manière très rapide, live, facile à interpréter. Il ne faut pas un entraînement énorme dans l'échocardiographie. On peut tout simplement faire un focus et on a un diagnostic. Les autres investigations de type CT et résonance magnétique, elles permettent de définir surtout des cas particuliers et surtout l'évaluation des complications et des causes de la maladie du péricarde en soi.
Les syndromes péricardiques. On va commencer avec le plus fréquent, notamment la péricardite, ce qui est le syndrome inflammatoire aigu du péricarde qui peut survenir avec ou sans un épanchement péricardique. Donc, il faut faire attention, il existe une péricardite aiguë qui n'a pas de liquide. Donc, il existe l'inflammation péricardique, mais on ne voit pas de liquide à l'échocardiographie. Donc, de nouveau, l'absence de liquide n'exclut pas une péricardite. Ce n'est pas une présentation typique, mais c'est possible. La péricardite, c'est donc la forme la plus fréquente des syndromes péricardiques. Elle répond pour une grande partie des présentations aux urgences pour douleurs thoraciques. La mortalité de la péricardite est en général plutôt basse, sauf si on est en présence des personnes âgées avec des comorbidités et surtout en cas de étiologie particulière de la péricardite ou bien des complications. Il y a un danger, c'est qu'il y a un pourcentage assez élevé qui touche un quart des cas après un premier épisode de péricardite. Évidemment, une fois qu'on a fait une récurrence, on a la possibilité d'en faire encore d'autres. Quelles sont les causes qui mènent à une maladie inflammatoire du péricarde? On peut les diviser, disons, plus ou moins dans deux catégories. La cause infectieuse, qui, dans notre région, c'est plutôt une cause infectieuse virale. Et de nouveau, dans des pays comme le nôtre, on ne retrouve pas vraiment de cause étiologique, donc il y a plus de 50% de cas qui sont idiopathiques. Et de nouveau, ce qu'on voit assez souvent, surtout nous à l'hôpital et surtout dans un centre avec des interventions cardiologiques coronaires et électrophysiologiques, on voit des syndromes péricardiques aigus post-agression cardiaque. Donc les soi-disant Dressler, qui survient après des opérations, des ablations pour fibrillation atriale, intervention coronaire compliquée, donc tout ce qui touche un tout petit peu le cœur. Les autres étiologies sont possibles au niveau infectieux, mais elles sont un tout petit peu plus rares. En contraste, dans des pays en cours de développement, l'étiologie tuberculeuse au niveau infectieux prend le devant. Elle répond pour environ 60% de cas. Donc, elle est vraiment très importante. D'un autre côté, il y a les étiologies non infectieuses qui peuvent être dans le cadre des maladies auto-immunes, dans le cadre des cancers, éventuellement traumatiques ou dans des situations très rares liées à l'utilisation de certains médicaments ou par exemple amyloïdose, dissection aortique, insuffisance cardiaque. La manière de présentation la plus fréquente, c'est la douleur thoracique. La douleur thoracique associée avec un frottement péricardique, éventuellement une élévation du segment ST et la présence éventuelle d'un liquide péricardique. En plus des critères qui doivent être présents, donc au moins 2 critères de ces 4 que je viens de citer, il faut chercher systématiquement la présence des marqueurs d'inflammation et dans le sang ou bien dans l'imagerie cardiaque. La fréquence de ces symptômes, vous voyez que la douleur thoracique est très fréquente, les modifications ECG aussi très fréquentes, l'épanchement péricardique fréquent, mais il n'est pas absolu. Il y a quand même de l'inflammation dans plus ou moins 80% des cas. Le frottement péricardique, il est très passager, il est très variable et finalement rarement présent. Comment est-ce qu'on fait un diagnostic de péricardite? Le plus important, c'est de réaliser une sorte de mise au point initiale dans lequel l'ECG est obligatoire, l'échographie transthoracique est obligatoire, la radiographie thoracique est obligatoire et l'évaluation des marqueurs d'inflammation. Évidemment, on va chercher aussi les marqueurs d'atteinte du myocarde parce qu'on sait qu'il y a la possibilité, pour environ un tiers du cas,
de trouver une attente surtout subépicardique au niveau du myocarde, donc une sorte de myocardite associée. Alors, ce qui est important à retenir, c'est qu'il ne faut pas faire une recherche étiologique avec des dosages de sérologie virale pour une péricardite de présentation bénigne. Ça n'a pas de sens. Le résultat est rarement utile et en fait, on ne retrouve pas vraiment une solution thérapeutique. Alors. Non, mais après, c'est fait. Est-ce que les personnes qui ont le microphone encore ouvert peuvent le fermer, ou bien s'ils doivent s'exprimer, qu'ils me disent exactement ce qu'ils ont comme question? Moi, je reste ouvert. N'hésitez pas à m'interrompre. Concernant l'électrocardiogramme, c'est un signe très, très important. Il reflète en fait l'inflammation subépicardique. Donc, la présence de l'inflammation conditionne l'évolution de l'électrocardiogramme. Et l'électrocardiogramme typique, c'est cette élévation diffuse plutôt concave du segment ST avec éventuellement un downsloping, donc une descente du segment TP qui peut être plus ou moins spécifique, mais ce n'est pas toujours le cas, comme vous allez voir. L'électrocardiogramme aussi présente une évolution, je vais vous en parler tout de suite. Il faut se méfier, pas toute élévation diffuse et concave représente une péricardite. Il faut bien faire un diagnostic différentiel, surtout avec un infarctus aigu. Il y a des critères qui penchent plutôt vers un infarctus aigu, comme un ST convexe, comme l'aspect checkmark du segment ST, comme des dépressions du segment ST qui ne sont pas présentes dans la péricardite, ou bien l'absence de la variation du segment PR. L'évolution de l'électrocardiogramme passe par plusieurs phases, notamment cette élévation diffuse du segment ST qui est initiale. Ensuite, on peut voir une normalisation du ST avec finalement une inversion de l'onde T. Et dans la dernière phase, on voit totalement une normalisation de l'électrocardiogramme, ce qui signifie d'habitude la disparition de l'inflammation. La radiographie thoracique n'est pas très utile finalement dans le diagnostic de la péricardite parce qu'elle peut être totalement normale. Cette image que vous voyez ici, c'est juste un épanchement péricardique assez massif. Dans le cadre d'une péricardite aiguë, la radiographie peut être tout à fait normale, mais son utilité se retrouve dans le diagnostic des complications, des pathologies associées et éventuellement de lésions autour du cœur. Ce qui est le plus important dans la péricardite reste quand même l'échocardiographie. C'est l'imagerie de première ligne. Elle est très facilement répétable. Elle ne demande pas un entraînement. En tout cas, pour faire le diagnostic aigu, on doit avoir juste un cours de POCUS, donc d'échographie rapide, pour savoir faire quelques fenêtres, pour avoir un diagnostic oui, non, épanchement péricardique. Et éventuellement, les complications les plus fréquentes et celles qui sont menaçantes pour la vie ou pour l'intégrité fonctionnelle du patient. Dans des mains entraînées, on peut avoir beaucoup plus d'informations, on peut recueillir beaucoup plus de données avec une échocardiographie. D'autres modalités d'imagerie sont utilisées uniquement quand l'échocardiographie n'apporte pas assez d'informations, quand le traitement ne donne pas de résultat, quand la présentation clinique n'est pas typique ou quand on recherche quelque chose de plus spécifique dans le cœur ou autour du cœur. Évidemment, quand il y a un traumatisme thoracique, la réalisation d'un CT en urgence s'impose, ou bien quand la péricardite survient dans le contexte d'une autre pathologie associée connue. La résonance magnétique est rarement utilisée en urgence. Elle est capable de voir l'épaississement inflammatoire du péricarde. Elle peut voir l'édème, la présence du liquide dans le péricarde et éventuellement l'hypercaptation sur les images de late gadolinium enhancement qui confirme l'inflammation
et l'augmentation de l'espace intercellulaire au niveau péricardique. Le CT, un tout petit peu semblable à la résonance magnétique, peut voir l'épaississement du péricarde, peut voir la présence du liquide et les valeurs d'atténuation dans le péricarde peuvent faire le diagnostic du contenu du péricarde. Est-ce que c'est un contenu hématique? Est-ce que c'est un contenu liquidien simple? Est-ce que c'est tout simplement de la graisse épicardique qui fait croire à un épanchement? Donc le CT est quand même très utile pour faire le diagnostic, mais pas dans la phase aiguë d'une péricardite. Le diagnostic différentiel d'une péricardite comprend, du point de vue du cœur, si on se réfère qu'au niveau du cœur, plutôt les causes importantes des douleurs thoraciques, soit une myocardite, soit un infarctus du myocarde, soit une cardiomyopathie de stress. Il y a un tas de critères, je ne vais pas insister sur le tableau, vous pouvez tout simplement le consulter tranquillement, mais il y a des éléments spécifiques et surtout, ce qui est important, c'est qu'il ne faut pas hésiter à exclure les autres pathologies qui nécessitent un traitement d'urgence, comme par exemple faire une angiographie coronaire quand on a un doute. Il est recommandé d'exclure un syndrome coronarien aigu. Alors, du point de vue de l'évolution clinique, la péricardite peut être classifiée dans la phase aiguë, celle qu'on vient d'évoquer sur les slides précédentes. Une péricardite incessante, donc une péricardite continue qui persiste pour plus de 4-6 semaines, mais moins de 3 mois, par opposition à la péricardite chronique qui dépasse 3 mois d'évolution, ainsi que la péricardite récurrente, donc la récidive de péricardite qui peut être présente jusqu'à 30% de cas, surtout si on n'utilise pas la colchicine. C'est une récidive qui est plutôt pas due à la cause initiale, c'est plutôt une inflammation du péricarde qui apparaît plus fréquemment si on n'utilise pas la colchicine, si on a fait déjà des récidives, si on a utilisé uniquement des corticostéroïdes et surtout chez les femmes. Qu'est-ce qu'on fait devant une péricardite aiguë? Ce qu'il faut décider, c'est quel est le risque? Quel est le risque pour le patient? Pourquoi? Parce que si le patient est à risque, il est recommandé de l'admettre en hospitalisation et le surveiller, voire le traiter en urgence. Comment est-ce qu'on va voir un patient qui est à risque? C'est parce qu'il y a des critères qui vont le mettre dans cette catégorie, notamment la présence d'une fièvre importante persistante au-delà de 38 degrés, l'installation subaiguë des symptômes, les épanchements péricardiques de grande dimension, la présence d'une complication aiguë comme la tamponnade, ou l'absence de réponse à un traitement bien conduit après une semaine de traitement. Il y a d'autres critères mineurs qui placent le patient dans la catégorie à haut risque, comme l'attente myocardique, la présence de pathologies associées comme l'immunodépression, les traumatismes thoraciques ou l'utilisation des anticoagulants. Si le patient est à faible risque, il n'a pas ces critères de risque justifiant son hospitalisation, il peut être managé en ambulatoire. Ça veut dire que tout simplement, le patient de 30 ans avec une péricardite aiguë à la première présentation, qui n'a aucun critère de gravité, il va recevoir son traitement anti-inflammatoire, il ira à la maison et il revient pour un contrôle dans une semaine. Il n'est pas nécessaire de le retenir en hospitalisation. L'avantage de la péricardite, c'est qu'il y a un tas d'étiologies qu'on ne va pas retrouver, même si on le cherche, surtout dans la plupart des cas. Et on a juste quelques traitements qui sont utiles. Et dans les guidelines de 2015, il y a ce petit tableau qui est très, très bien fait, qui comprend exactement les traitements de base qu'on va utiliser quasi dans tous les cas de péricardite aiguë simple, notamment l'aspirine ou l'ibuprofène comme choix d'anti-inflammatoire non stéroïdien. Ce ne sont pas des choix uniques, mais ce sont les choix les plus fréquemment utilisés, ainsi que l'association quasi obligatoire, sauf pour des exceptions, de la colchicine qui se donne à une dose qui dépend du poids
et pour une durée beaucoup plus prolongée que les anti-inflammatoires non stéroïdiens, notamment environ 3 mois. Donc finalement, qu'est-ce qu'on fait dans la péricardite? Si jamais c'est une péricardite tout à fait particulière, donc la péricardite infectieuse d'une étiologie bactérienne, alors c'est le traitement spécifique déjà antibiotique qui s'adresse à cette infection. Et évidemment, le patient va être hospitalisé, il va bénéficier d'une ponction péricardique. Pour les autres, les anti-inflammatoires non stéroïdiens sont une indication de classe 1A avec l'association quasi obligatoire de la colchicine qui a le rôle surtout de faciliter la guérison, mais diminuer les récurrences, ce qui est très, très important. Les corticostéroïdes ne sont pas un choix de première ligne. Ils sont un choix surtout à faible dose dans les cas où le traitement anti-inflammatoire simple ne donne pas vraiment de résultats corrects dans une semaine. Et évidemment, s'il y a d'autres indications comme une maladie auto-immune, la présence d'une grossesse. Autre chose très importante, c'est qu'il faut limiter l'activité physique. Et il faut faire ça pour limiter les complications du type évolution de la myocardite vers une dysfonction cardiaque ou la présence de la mort subite, les arythmies. Ceci, c'est plutôt une indication des vies sédentaires normales chez les non-athlètes. Mais chez les athlètes, il faut faire une pause de minimum 3 mois d'activité physique intense. Chez les non-athlètes, il faut tout simplement suivre la CRP, l'électrocardiogramme et l'échocardiographie. La normalisation de ces 3 marqueurs est suffisante pour reprendre une activité, disons, normale, non sportive. Tandis que chez les athlètes, 3 mois, il faut faire la pause. Quel est le pronostic de la péricardite? En général, il est bon. C'est une maladie plutôt bénigne. Comme je vous ai dit, il y a probablement une grande partie qu'on ne va pas diagnostiquer qui passe comme ça inaperçue. Il y a une partie des patients qui vont récidiver. Ces récidives-là, elles sont diminuées nettement par l'utilisation correcte de la colchicine. Il ne faut pas se laisser décourager par le premier signe d'intolérance. La colchicine a souvent des problèmes comme la diarrhée, mais si on adapte bien le dosage au niveau du poids, si on persiste à l'utiliser malgré des petites intolérances, on aura des bons résultats. Il ne faut pas non plus torturer les patients, mais il faut quand même essayer au moins l'utilisation systématique de la colchicine pour autant que possible, idéalement pour la durée recommandée dans les guidelines. La présence de la tamponnade, elle est quand même assez rare dans les péricardites banales. Dans des étiologies spéciales comme les cancers, la tuberculose ou la péricardite purulente, ça peut arriver beaucoup plus facilement. L'évolution chronique vers la péricardite constrictive est aussi relativement rare. Elle peut être présente dans toutes les étiologies, mais elle est plus importante dans les pathologies bactériennes et évidemment dans la tuberculose et la péricardite purulente. Quand la péricardite va récidiver, qu'est-ce qu'on doit faire? En fait, en premier lieu, on va reprendre le traitement anti-inflammatoire avec des anti-inflammatoires non stéroïdiens, la colchicine et la limitation de l'exercice physique. En cas d'inefficacité de cette première ligne de traitement, on peut quand même utiliser les corticostéroïdes, toujours à faible dose. L'utilisation des corticostéroïdes à haute dose est associée avec un pronostic mauvais à long terme. En troisième lieu, il y a des thérapies immunitaires et tout en dernier, c'est l'opération de péricardiectomie, finalement retirer le péricarde inflammé qui mène à des récurrences de la péricardite. La péricardite récurrente, en tout cas, c'est une maladie inflammatoire, raison pour laquelle le traitement de choix pour la récurrence, c'est le traitement anti-inflammatoire. Il paraît que le rôle central, c'est la transmission via l'interleukine 1 et l'interféron bêta. Le mécanisme est assez complexe, il n'est pas 100% bien compris et il est probablement dépendant de l'étiologie de la péricardite qui va récidiver. Mais en tout cas, le traitement insiste sur l'anti-inflammatoire avant de
aller vers des traitements plus compliqués. Quand il y a une attente myocardique, on parle d'une myopéricardite. Ça veut dire que la participation péricardique est la plus importante. C'est donc une péricardite avec un peu d'attente du myocarde, par opposition avec la périmyocardite, où l'attente, c'est plutôt une myocardite qui a un tout petit peu d'épanchement péricardique. En principe, la présentation clinique est semblable. La seule différence, c'est qu'on devrait confirmer l'attente myocardique par la présence de marqueurs de cytolyse comme la troponine ou le CK et ou la confirmation par imagerie d'une inflammation au niveau du myocarde. Parfois, il y a même des dysfonctions myocardiques ou des troubles de rythme, donc vraiment des manifestations de myocardite. Dans ce cas, ce qui est plus important, c'est que le traitement va changer. Ça veut dire que les anti-inflammatoires, on va les utiliser que pour contrôler la douleur. Donc, ce n'est plus les hautes doses à visée purement anti-inflammatoires, c'est juste des doses antalgiques. Et la durée d'une activité physique va se prolonger à 6 mois. Parce que c'est une pathologie un tout petit peu plus compliquée, avec un tout petit peu plus de risque d'évolution vers des complications, surtout au niveau myocardique. L'épanchement péricardique en soi, il n'a pas besoin d'une inflammation. On peut avoir un épanchement péricardique juste en l'absence, un diagnostic d'emblée d'épanchement péricardique sans les manifestations typiques de la péricardite. Mais en termes d'étiologie, c'est un peu semblable à ce que je vous ai dit avec la péricardite. Ça veut dire que dans notre région, c'est plutôt fréquemment idiopathique. Et ensuite, dans le cadre d'autres pathologies systémiques comme un cancer, comme une infection généralisée, comme les causes iatrogéniques qu'on a évoquées ou les maladies auto-immunes. Dans les pays en cours de développement où la prévalence de la tuberculose est beaucoup plus importante, il faut compter, chercher de manière systématique la tuberculose. De nouveau, d'une manière plus ou moins semblable avec la péricardite, les méthodes de diagnostic sont l'échographie en premier lieu et tout premier lieu, c'est le plus important. La radiographie thoracique avec ses qualités et limitations que je viens de vous évoquer, les marqueurs de l'inflammation et évidemment ici, au vu de la présentation souvent moins acute que la péricardite aiguë, on utilise plus fréquemment le CT et la résonance magnétique, surtout s'il y a un aspect atypique du péricarde où il faut évaluer d'autres anomalies intrathoraciques. Du point de vue de la classification, on peut avoir une installation aiguë, une installation subaiguë ou chronique au-delà des 3 mois d'épanchement péricardique qui peut être léger, modéré ou moyen, si on peut l'appeler comme ça, ou de grande dimension en fonction de le plus grand diamètre qu'on mesure en échocardiographie dans toutes les vues, toutes les fenêtres échocardiographiques. Donc la plus grande dimension télédiastolique du péricarde. Et cette télédiastolique, c'est très important pour la mesure parce que ça peut être en systole, mais à ce moment-là, ça n'a pas de valeur, ça ne peut pas être vraiment comparé. L'épanchement péricardique va dépendre, comme je vous ai dit, de la vitesse d'installation du liquide dans le péricarde. Parce qu'il y a ce comportement hyperélastique du péricarde qui va faire en sorte qu'un épanchement peut passer inaperçu jusqu'à un certain niveau quand il devient très symptomatique. Les symptômes sont assez non spécifiques. De la douleur thoracique, une sensation de thorax plein, et évidemment un essoufflement. Parfois, il y a même une compression sur les structures avoisinantes comme l'œsophage, le nerf récurrent, le nerf phrénique, ainsi que d'autres symptômes qui peuvent être liés à la maladie de base qui provoque l'épanchement péricardique comme la fatigue, la fièvre, l'anorexie. Ça dépend de la cause de l'épanchement. Du point de vue clinique, il y a classiquement cette triade de Beck qui
est représenté par une hypotension, une distension des veines jugulaires et une diminution des bruits cardiaques. Évidemment, sa présence n'est pas obligatoire pour un épanchement péricardique. On peut avoir un épanchement péricardique sans aucune attente hémodynamique. Donc, on découvre par hasard qu'il y a du liquide autour du cœur et le patient se plaint de strictement rien. La présence d'un bruit de friction du péricarde, elle est très rare, surtout sur un épanchement bien installé. Il peut être présent au début ou en cours de guérison, mais avec un épanchement en cours, il est rarement présent. Évidemment, la tamponnade va être la version spectaculaire, aiguë, menaçante pour la vie qu'il faut traiter en urgence. Qu'est-ce qu'on doit faire devant un épanchement péricardique? Il faut voir combien il est grand, quel est son impact hémodynamique et est-ce qu'on a une cause retrouvable autour du péricarde. Si c'est grand, si c'est tamponnade, il faut agir en urgence. Si ce n'est pas le cas, il faut voir s'il y a des marqueurs d'inflammation. En présence d'une inflammation, on va traiter l'effusion péricardique comme finalement une péricardite aiguë banale. S'il y a une maladie associée connue, comme par exemple un lupus, comme par exemple une insuffisance rénale chronique en dialyse, c'est souvent le traitement de la maladie de base qui va traiter la péricardite. Ça n'a pas de sens de traiter avec des anti-inflammatoires la péricardite d'un patient dialysé. Il faut intensifier la dialyse et souvent c'est suffisant. Évidemment, si le patient présente des récurrences malgré un drainage, il faut considérer des interventions de péricardectomie, comme on a déjà dit pour les péricardites. Quel est le pronostic de l'épanchement péricardique en général? De nouveau, plutôt bien. Si l'épanchement est beaucoup plus large et si des étiologies spécifiques sont présentes, surtout les bactériennes néoplasiques tuberculeuses, alors la fréquence des complications est plus importante. Si un épanchement est très important et chronique, le risque de tamponnade touche plus d'un tiers de patients. Donc, c'est très important de bien manager ces patients pour éviter la progression vers la tamponnade. Si jamais on a des patients avec un épanchement suffisamment large qui ne répond pas au traitement normal, il faut faire un drainage, investiguer le liquide pour éviter la progression vers soit la constriction, soit la tamponnade. Et le pas suivant, évidemment, c'est la tamponnade. Qu'est-ce que c'est la tamponnade? C'est en fait une accumulation de liquide qui ne doit pas nécessairement être rapide, mais c'est une accumulation qui induit une augmentation tellement importante de la pression dans le péricarde que tout simplement les cavités du cœur vont être totalement aplaties, finalement aboutissant à une annulation du débit cardiaque. Les cavités du cœur n'arrivent plus à se remplir. Et comment on va arriver à ça? En fait, ce sont les cavités qui ont la pression la plus basse, notamment les oreillettes, et globalement les cavités droites du cœur qui vont être comprimées en premier. Et évidemment, s'il n'y a pas de débit du cœur droit, il n'y aura pas de débit du cœur gauche non plus. Donc, c'est le moment où la pression intrapéricardique dépasse la pression la plus basse dans les cavités, donc la pression diastolique dans les cavités atriales. Quelles sont les causes de la tamponnade? Ce sont plutôt les causes de toutes les maladies péricardiques, notamment l'inflammation du péricarde, donc la péricardite, la tuberculose en général, donc l'accumulation d'un épanchement péricardique d'origine tuberculose, la cause iatrogène que nous, on va rencontrer, comme je vous ai dit, surtout à l'hôpital suite à des interventions que nous on fait, les traumatismes, les néoplasies, ainsi que des causes qu'on ne considère pas fréquentes, mais elles sont très présentes, notamment la dissection aortique, les infections, l'accumulation de l'air comme le pneumopéricarde ou les péricardites péri-infarct. Qu'est-ce qui se passe dans la tamponnade qui mène à cet état urgent, ce risque vital immédiat?
En fait, ce qui se passe, c'est une augmentation de la dépendance entre les deux ventricules. Ça veut dire qu'il y a du liquide qui s'accumule dans le péricarde jusqu'au moment où la pression est tellement importante qu'il n'y a plus de place pour la distension. Ce qui fait que le remplissage d'un ventricule va se faire au détriment de l'autre. Ça veut dire que l'admission de sang, par exemple, dans le ventricule droit au cours de l'inspiration, parce qu'il y a un flux de sang qui vient par les veines caves, va remplir le ventricule droit, mais va le gonfler en déplaçant le septum du côté gauche. Il va compromettre le remplissage du ventricule droit, ce qui mène à une perte de la pression artérielle. Ça veut dire un pulse paradoxal. C'est vraiment ce qu'on appelle le pulsus paradoxus, donc une diminution d'au moins 10 mm de mercure au cours de l'inspiration de la valeur de la tension artérielle. On la voit, on peut la percevoir au pouls, on peut la voir très bien chez les patients qui ont un monitoring hémodynamique invasif. On peut même le mesurer avec un tensiomètre si on fait des mesures en continu. En tout cas, ces patients-là sont dans un état aigu, grave, ils sont urgents. La présence du pulse paradoxal, même si elle n'est pas vraiment très spécifique pour la tamponnade, dans le cas de figure, c'est un signe qui va dire qu'il y a une chose qui se passe qui est très grave, pour laquelle on doit agir tout de suite. C'est un signe de gravité. Il est aussi bien présent dans un tas de pathologies cardiaques et extracardiaques, donc la tamponnade, la péricardite constrictive, l'infarctus du VD, le choc cardiogénique en général, les pathologies pulmonaires aiguës comme l'embolie pulmonaire, le pneumothorax, les crises sévères d'asthme, donc tout ce qui augmente de manière aiguë et renverse finalement l'équilibre entre la pression intrathoracique et la pression intrapéricardique. Quels sont les signes cliniques de la tamponnade? La tamponnade, il faut tenir compte, c'est un diagnostic plutôt clinique. Il ne faut pas sauter sur les signes échocardiographiques chez un patient qui est parfaitement stable cliniquement, donc ce n'est pas une urgence absolue, comme il ne faut pas attendre les signes échocardiographiques chez quelqu'un qui a une tamponnade clinique très évidente et surtout une cause de tamponnade qui est évidente, comme par exemple un traumatisme thoracique. Là, il faut agir, il faut vraiment agir pour sauver la vie du patient. Il s'agit d'une action rapide. Sinon, la présentation clinique typique de la péricardite, c'est avec une distension jugulaire, juste à cause de cette pression, parce que en fait, les jugulaires sont une sorte de senseur de pression attaché à la veine cave supérieure, et la veine cave supérieure, c'est le senseur de pression qui regarde dans le péricarde. Donc, dans le péricarde, il y a une sorte de système de pression qui est représenté par les veines caves et les veines jugulaires qui vont dire quelle est la pression dans le péricarde. Raison pour laquelle cette distension jugulaire est très importante. À cause de l'accumulation du liquide, de l'air, de tout ce qui est dans le péricarde, peu importe, on n'entend pas les bruits cardiaques et la tension est basse parce qu'en fait, le remplissage du cœur est compromis. Le patient essaie de compenser par une tachycardie, mais parfois, on constate la perte du pouls en inspiration. Donc, le pulsus paradoxus qui est le signe de la tamponnade. On fait systématiquement, dans ces cas, une radiographie du thorax et un électrocardiogramme qui vont trouver toutes sortes de signes, mais qui sont assez peu importants. Ils peuvent attirer l'attention, mais il ne faut pas s'attarder sur la réalisation de ces examens. On les fait systématiquement, mais ce qui est le plus important, c'est d'aller faire une échocardiographie. Parce que c'est l'échocardiographie qui va nous donner le diagnostic d'épanchement, la confirmation de collapse des cavités, comme ici vous pouvez voir en diastole un collapsus du ventricule droit, et confirmer l'utilité d'un geste invasif en urgence de drainage. Qu'est-ce qu'on va voir en échocardiographie dans le cadre d'une tamponnade? On va voir la distension de la veine cave inférieure. Ça, c'est un signe très important. On peut même dire que l'absence de distension de la veine cave inférieure, c'est presque
exclusion d'une tamponnade. Quoique, une tamponnade peut exister avec une veine cave normale si c'est une tamponnade localisée qui va comprimer, par exemple, les cavités gauches uniquement. Uniquement une tamponnade par compression localisée de l'oreille gauche ou du ventricule gauche. Mais ce sont des cas très rares, très spécifiques, avec des pathologies tout à fait inhabituelles. Mais dans la plupart des cas, veine cave normale, c'est suffisant, probablement pas de tamponnade. Ensuite, il y a tout d'autres signes de compression, évidemment, qui vont se voir de mieux en mieux au fur et à mesure que la pathologie devient grave. Mais dans ces cas-là, on a aussi les aspects cliniques qui vont être très, très évidentes. Donc, ce qu'il faut faire en urgence, c'est surtout regarder la veine cave. Une fois que vous avez vu la veine cave et qu'elle est dilatée, non compliante, vous regardez les cavités droites parce qu'elles sont les plus fréquemment touchées. Et c'est step by step, donc le système de POCUS, faire peu de gestes, mais les gestes les plus utiles avec un rendement diagnostique le plus élevé. Les autres outils diagnostiques dans la tamponnade sont rarement utilisés, comme par exemple la résonance magnétique ou le CT, surtout parce qu'on n'a pas le temps de le faire. C'est une pathologie aiguë grave. Évidemment, un patient qui a un traumatisme thoracique va bénéficier d'une CT. Ce qui est le plus important, c'est d'aller traiter une tamponnade. Donc, c'est une pathologie qu'un urgentiste doit connaître, c'est une pathologie qu'un cardiologue doit reconnaître, et il faut vraiment aller vite drainer. Ça, c'est le plus important. Il faut faire une échocardiographie, faire un ECG, vite juger la situation du patient et aller drainer. C'est très, très important et ça peut sauver la vie du patient. D'habitude, ce drainage se fait à l'aiguille. Ça peut être un drainage chirurgical, mais seulement dans des situations tout à fait particulières. La plupart des cas, ce n'est pas nécessaire. Et en tout cas, on n'a pas le temps d'appeler le chirurgien. Les techniques de la péricardiosynthèse sont variables, donc il y a plusieurs fenêtres qu'on peut utiliser. D'habitude, on utilise un guidage par fluoroscopie ou par échocardiographie. Évidemment, moi, comme échocardiographiste, je vais vous dire que l'échocardiographie, c'est la méthode la plus facile, mais surtout l'échocardiographie, c'est la méthode qui va vous permettre d'utiliser avec souplesse toutes ces trois fenêtres principales, notamment la fenêtre parasternale, la fenêtre apicale ou la fenêtre sous-costale, tandis que l'abord par fluoroscopie est fréquemment juste l'abord sous-costal, qui est soi-disant le plus facile, mais qui peut être difficile, surtout chez des patients où l'installation est assez longue, le patient a une stase hépatique importante, il a une hépatomégalie, et donc souvent, on n'a pas de place, on risque de toucher le foie. Alors, l'abord apical devient beaucoup plus facile à condition qu'on le guide avec une échocardiographie. Donc, l'échocardiographie est essentielle pour guider la ponction péricardique. La péricardite constrictive. C'est une version de syndrome péricardique qui survient très tard dans l'évolution d'une pathologie péricardique. Elle peut apparaître dans pratiquement toutes les maladies du péricarde. Évidemment, dans la péricardite banale idiopathique, elle apparaît rarement. Il faut certaines étiologies. Vous voyez ici que de manière paradoxale, malgré que la péricardite idiopathique donne rarement de la péricardite constrictive, elle est quand même la cause la plus importante de péricardite constrictive. Pourquoi? Parce que tout simplement, le grand nombre de péricardites virales, le grand nombre de péricardites idiopathiques fait que finalement, le peu de péricardites idiopathiques, le moins de 1%, sont quand même la plupart des péricardites constrictives. Évidemment, les autres, il y a un risque très élevé dans les péricardites purulentes, dans la péricardite tuberculeuse, dans la péricardite induite par la radiothérapie, par les tumeurs, par le traumatisme. Qu'est-ce qui se passe dans la péricardite constrictive? En fait, le péricarde est totalement inextensible, le cœur est complètement immobilisé dans cette cavité rigide, c'est comme dans une boîte rigide, il n'a aucune souplesse, aucune possibilité de s'adapter, donc c'est une adiastolie, une dysfonction diastolie des deux ventricules en même temps. Ce qu'on peut voir sur un tracé de cathétérisme cardiaque avec ce remplissage rapide et abrupt en protodiastole qui est aussi bien très rapide à cesser avec une égalisation quasi des pressions dans la deuxième
et troisième partie de la diastole, ce qui fait ce signe très spécifique de racine carrée. Un autre signe très spécifique à la cathétérisation, c'est l'égalisation de pression diastolique. C'est quasi la même pression parce qu'en fait, il y a une cavité immobile et la pression en diastole est la même. Donc, toutes les 4 cavités ont les mêmes pressions, ce qui fait que finalement, il n'y a pas de driving pour le remplissage ventriculaire. Il n'y a rien qui vient parce qu'il n'y a pas de gradient. Ce qui fait que la dépendance entre les deux ventricules dont on parlait à la tamponnade devient très, très importante et très variable avec la respiration. Au niveau de l'inspiration, quand on facilite le remplissage du ventricule droit, ce que vous voyez ici, donc les pressions ventriculaires droites s'améliorent, on a une diminution importante du remplissage du ventricule gauche. Donc, ce sont des modifications réciproques qui vont se manifester par ce mouvement assez chaotique du septum interventriculaire qu'on appelle le septum bounce. Il y a aussi une dissociation entre les pressions intracardiaques et intrathoraciques. Ça veut dire que tout simplement, la boîte figée de la péricardite constrictive, elle est tellement bloquée qu'elle est totalement séparée du point de vue de la pression par rapport au thorax. Donc, la variation respiratoire se manifeste qu'au niveau des veines caves, mais ne se manifeste pas au niveau des veines pulmonaires. Raison pour laquelle les effets sur les cavités droites de la péricardite constrictive sont plus importants que sur les cavités gauches. Je passe les données hémodynamiques parce qu'on ne va pas souvent faire dans la pratique de tous les jours un cathétérisme cardiaque pour la péricardite constrictive. De manière assez étonnante, ce n'est pas nécessaire de faire un cathétérisme cardiaque pour le diagnostic de la péricardite constrictive. Il faut juste une bonne échocardiographie. Le plus important à retenir dans la péricardite constrictive, c'est d'y penser. Et on y pense quand on a une insuffisance cardiaque droite avec surtout de l'édème et de l'accumulation de fluide extrapéricardique, extracardiaque, d'une manière non expliquée, avec un cœur qui fonctionne bien et sans autre cause évidente. Donc, c'est insuffisance cardiaque droite, des édèmes importantes, une dilatation de la veine cave, une congestion hépatique qui n'est pas expliquée par le contexte cardiaque. Ça, c'est le plus important. Y penser. Parce qu'après, pour faire le diagnostic, il faut juste avoir une bonne échocardiographie, mais il faut y penser. Il faut aller la chercher, il faut aller la demander. Quelles sont les formes de la péricardite constrictive? Il y a une forme transitoire où finalement l'aspect constrictif, il disparaît après 2-3 mois de traitement correct. Il y a la forme chronique où au-delà de 3-6 mois, malgré tout traitement, l'aspect constrictif persiste, l'aspect de insuffisance cardiaque droite persiste. Donc ça, c'est la phase chronique, c'est la phase typique qu'on connaît tous. Et c'est la péricardite aussi effusive constrictive où il y a l'épanchement péricardique, donc il persiste un liquide péricardique qui peut être inflammatoire ou pas, associé à l'aspect constrictif. Il a souvent un aspect chronique, donc il ne change pas, ni le liquide, ni le syndrome constrictif, mais en tout cas, il est différent de la forme chronique normale par la présence d'un liquide associé. On considère assez souvent le signe de Kussmaul comme spécifique, qui consiste à cette variation respiratoire des veines jugulaires, due, comme on a discuté à la tamponnade, aussi à cette propagation rétrograde des pressions intrapéricardiques en fonction de la respiration, avec une dissociation importante avec les pressions intrathoraciques, ce qui fait qu'il y a un aspect paradoxal des veines jugulaires qui vont gonfler en inspiration et dégonfler en expiration, ce qui n'est pas du tout normal pour quelqu'un, même avec une insuffisance cardiaque simple. Pourtant, ceci n'est pas spécifique. Il peut être présent, il peut attirer l'attention et surtout, il attire l'attention sur des grandes pressions intrapéricardiques, mais elles peuvent être de toute autre origine, comme des problèmes cardiaques droites, des embolies pulmonaires, des problèmes valvulaires et même des cardiomyopathies restrictives. Le plus important, c'est de faire une échocardiographie. Si on fait une échocardiographie, il y a des tas de signes qui ont été décrits, mais je vais insister sur les signes qui sont le plus important, qui sautent à l'œil
et qui sont le plus sensibles pour détecter le problème. L'épaisseur du péricarde, ce n'est pas l'échographie qui va la donner. L'échographie, c'est un mauvais examen pour détecter l'épaisseur du péricarde. On ne peut pas bien le voir, on ne peut pas bien le mesurer, et d'autant plus si le péricarde est calcifié. Dans les calcifications, on voit mal avec l'échocardiographie. Donc, ce n'est pas l'examen qui va calculer l'épaisseur. Par contre, le mouvement septal, le septum qui fait ce saut très bizarre, qui n'est pas, même pas un septum paradoxal, c'est un mouvement septal tout à fait particulier, c'est un bouncing septum. Ceci attire tout de suite l'attention. On fait une échographie pour autre chose, on nous demande pourquoi le patient a une insuffisance cardiaque droite, et tout d'un coup, on voit ça. Première chose, péricardite constrictive, donc il faut y penser. Ensuite, on parle de cette variation du flux à travers les valves atrioventriculaires et même à travers les valves ventriculo-artérielles. Mais cette variation du flux, surtout quand il y a beaucoup de liquide, c'est vraiment très difficile à faire et rarement rencontré comme signe qui va nous donner vraiment le diagnostic dans l'absence des autres. C'est-à-dire que c'est un signe qui est difficile à rechercher et quand il est présent, on a déjà le diagnostic par d'autres moyens. La présence d'une vitesse en Doppler tissulaire au niveau de l'anneau médial qui est très importante et surtout plus grande que l'anneau latéral, c'est un signe qui est considéré assez typique. Il y a un tas de publications de la Mayo Clinic qui soutient que ce signe aurait une excellente sensibilité et spécificité pour la péricardite constrictive. Sincèrement, je trouve ce signe utile, mais le plus important, c'est de l'intégrer dans le contexte. Ce qui est important, c'est regarder la veine cave. De nouveau, une veine cave strictement normale chez un patient qui ne reçoit pas de diurétique, c'est peu probable qu'il y ait une péricardite constrictive. Évidemment, si le patient est complètement déshydraté par des diurétiques, il se peut très bien que la veine cave soit temporairement bien collabée et qu'il ait quand même une péricardite constrictive. Il faut juger le patient dans le moment aigu quand il est innocent du traitement. Ce qui est important, c'est de regarder le flux. Quand vous voyez une veine cave dilatée, comme je vous ai dit, une veine cave, c'est un senseur de pression intrapéricardique. Il va regarder à la pression intrapéricardique. Il faut regarder la dynamique respiratoire de la veine cave. Il faut regarder la dynamique respiratoire des veines sous-hépatiques et le flux dans ces veines sous-hépatiques. Ces éléments permettent de faire un diagnostic non invasif de certitude de la péricardite constrictive sans cathétérisation cardiaque. Pourtant, la sensibilité et spécificité de ce signe n'est pas absolue. Je passe ce dia pour vous montrer les autres modalités du diagnostic, notamment la simple radiographie thoracique qui a quand même la performance de bien voir les calcifications de péricarde si elles existent. Le CT qui est excellent pour définir l'épaisseur de péricarde et extrêmement sensible pour détecter les calcifications et voir par contre moins bien dans le muscle cardiaque. Ce que la résonance magnétique peut faire. Donc, la résonance magnétique peut voir le muscle cardiaque, peut voir le cœur en dynamique, notamment aussi le bouncing septum, ainsi que bien calculer l'épaisseur du péricarde. Donc, voir si le péricarde est vraiment épaissi comme critère. Par exemple, quand des calcifications sont absentes, il y a de la constriction sans calcification péricardique, surtout si la constriction est récente ou transitoire. Il n'y a pas de calcification, mais on voit l'épaississement au niveau de la résonance magnétique. Le diagnostic différentiel le plus important de la cardiomyopathie, de la péricardie constrictive, c'est la cardiomyopathie restrictive. Il y a des critères très spécifiques qu'on va retrouver dans la radiographie thoracique, où par exemple la péricardite constrictive va avoir les calcifications. L'échocardiographie qui est très très importante parce que d'un côté, on voit une altération de la fonction discrète myocardique avec une altération du strain, avec une diminution des vitesses en Doppler tissulaire et une dysfonction diastolique claire au niveau des deux ventricules avec une dilatation biatriale, tandis que dans l'autre, on va voir le septal bounce et les modifications typiques, le annulus reversus et le comportement spécifique du flux intracardiaque. La résonance magnétique et le CT peuvent donner des informations très, très importantes dans ce diagnostic différentiel en faisant une caractérisation du myocarde dans le cadre de la cardiomyopathie restrictive et en
mettant en évidence la pathologie péricardique dans le cadre de la péricardite constrictive. Il faut faire aussi une différence avec la tamponnade, mais qui est plutôt évidente. Ça veut dire la tamponnade, c'est une pathologie aiguë avec de la dyspnée. L'autre, c'est une pathologie chronique avec de l'édème. Le traitement est quand même différent parce que un, c'est un traitement aigu de drainage. L'autre, c'est un traitement plutôt électif de péricardiectomie. Évidemment, comme je viens de vous dire, le traitement d'élection dans la péricardite constrictive, c'est d'enlever le péricarde. C'est la péricardiectomie. Surtout chez les patients qui ont la forme chronique, bien établie au-delà de 3-6 mois, ils ne répondent plus à un autre traitement médicamenteux. Pourquoi on hésite, pourquoi on ne le fait pas d'emblée? C'est parce que c'est une opération assez délicate. Et la mortalité périopératoire est assez importante. Parfois, on fait l'opération et on n'arrive pas à enlever la constriction, on n'arrive pas à enlever toute la coque myocardique qui tient le cœur prisonnier. Donc vraiment, c'est une opération qu'il faut être faite par des bons chirurgiens et que la décision opératoire prend en compte les comorbidités du patient et l'état d'avancement de la maladie. Un patient qui a déjà une cirrhose d'origine cardiaque, qui a déjà une insuffisance rénale, qui est en phase terminale d'une maladie associée, on va le laisser tranquille avec un traitement diurétique. Je passe ce dia et je passe à la dernière étape, des pathologies un peu plus rares du péricarde. Évidemment, les tumeurs péricardiques sont extrêmement rares. Il y a des tumeurs bénignes ainsi que des tumeurs malignes, mais elles sont très rarement rencontrées, dans lesquelles l'échocardiographie a un rôle très limité. En général, ce sont des diagnostics de résonance magnétique ou bien des diagnostics d'anatomopathologie. Et plus fréquemment, on a une attente secondaire de type métastatique par des tumeurs plutôt qui sont en voisinage, donc les poumons, le sang, le mélanome qui est la tumeur qui donne le plus fréquemment des métastases cardiaques ou des tumeurs hématologiques. Les autres pathologies, vous allez rarement le voir. Une des pathologies relativement bénignes qui est de plus en plus diagnostiquée récemment sont des cystes péricardiques. Finalement, elles ne font pas grand-chose, ces cystes péricardiques. Elles sont bien diagnostiquées par une simple résonance magnétique et elles ne nécessitent pas de traitement. En conclusion, les maladies du péricarde sont quand même assez fréquentes et elles donnent quand même des présentations cliniques assez variables. Le diagnostic et le management reposent sur quelques investigations importantes, donc des investigations biologiques, l'ECG et surtout l'échocardiographie. Il faut penser à utiliser avec souplesse les autres moyens d'imagerie, surtout quand le temps nous permet et quand ce n'est pas aigu. Et quand c'est aigu, il faut vraiment penser à toute autre pathologie. Voilà, merci pour votre attention. J'espère recevoir des questions. Sinon, pas, si ce n'est pas en direct, peut-être par email. Je reste à votre disposition pour toute clarification. Je suis conscient que je n'ai pas pu couvrir toute cette pathologie très complexe. Est-ce que quelqu'un a des questions? Sinon, dans l'absence des questions, je reste à votre disposition. Vous pouvez me joindre par l'email d'Erasme ou bien via la formation du cours interuniversitaire. Ils peuvent me joindre. Vous pouvez envoyer toute une liste des questions et je reste à votre disposition pour toute clarification. Alors, je regarde un peu les... Quelqu'un dit qu'on n'a pas parlé de la présence de troponine. Si,
en fait, le dosage de troponine est systématique, surtout dans la péricardite aiguë. La présence de troponine signifie lésion myocardique. Avant que ce soit une myocardite, il faut exclure notre pathologie. Par exemple, on a une présentation avec douleur thoracique, modification de l'électrocardiogramme et une troponine positive. On va quand même aller faire premièrement une angiographie coronaire avant d'affirmer que c'est une myocardite. Évidemment, une fois qu'on a plutôt une exclusion de la pathologie coronaire aiguë, il est utile, si possible, de réaliser une résonance magnétique qui nous permettra de confirmer l'attente de type myocardite. Mais évidemment, la plupart des cas, si c'est vraiment une péricardite et que ce n'est pas une autre pathologie et qu'il y a une troponine positive, on peut arriver à la conclusion d'une attente de type myocardite. J'espère que ça clarifie votre question. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas. Je reste encore quelques minutes en ligne, le temps de que vous faites le courage de poser des questions, parce qu'en fait, c'est impossible de couvrir une pathologie tellement vaste. On pourrait juste parler de... Il y a un timing pour l'IRM. Oui, comme vous avez vu, en fait, l'imagerie par résonance magnétique a son rôle, mais qui dépend aussi du type de syndrome péricardique duquel on parle. Si c'est une tamponnade, la résonance magnétique est inutile. Il ne faut pas perdre le temps pour faire l'IRM. Si c'est une péricardite, évidemment, il faut adapter au contexte. Péricardite simple, idiopathique, typique, à faible risque, l'IRM n'a pas de sens. Péricardite avec, par exemple, une attente prouvée du myocarde, ça devient plus intéressant. J'arrive à la question des traitements de la péricardite constrictive. Donc, si par exemple on a plutôt une périmyocardite, donc on a une présentation avec dysfonction ventriculaire gauche et un épanchement péricardique, à ce moment-là, l'IRM devient très importante. Donc, il faut s'adapter un tout petit peu à la question posée. On a une récurrence, par exemple, de la péricardite. On ne sait pas s'il y a une inflammation encore qu'on doit traiter avec un traitement anti-inflammatoire. On fait une IRM, on confirme l'inflammation péricardique, on traite. Donc, ça se juge un tout petit peu cas par cas et en fonction du syndrome péricardique qu'on traite. J'espère que ça répond à la question de l'IRM. La question suivante, c'est le traitement de la péricardite constrictive. Quelle est la part des diurétiques et quels sont les traitements médicamenteux? En fait, pour le traitement médicamenteux de la péricardite constrictive, dans le cas qui ne peuvent pas bénéficier d'une sanction chirurgicale, ce n'est que les diurétiques. Il n'y a rien d'autre. En fait, il n'y a que des combinaisons diurétiques qui ont une efficacité limitée, qui ont une efficacité qui va s'estomper dans le temps, nécessitant une escalation des dosages diurétiques, et finalement, ça ne va plus être efficace. Il n'y a pas vraiment d'autres traitements autres que, par exemple, le drainage de liquide d'acide, le drainage de liquide pleural qui s'accumule. Éventuellement, si c'est une péricardite effusive constrictive, le drainage du liquide qui se trouve dans le péricarde. Mais le problème, c'est que c'est une pathologie mécanique, donc c'est un obstacle rigide mécanique et qui a une solution mécanique. Ça veut dire enlever l'obstacle si c'est possible. Si ce n'est pas possible, des médicaments ne vont pas résoudre le problème, raison pour laquelle cette pathologie est finalement d'une extrême gravité et avec une mortalité très élevée et finalement un temps de survie très limité pour le patient. Voilà. Si vous avez d'autres questions.
En tout cas, vous pouvez toujours, par exemple, lire les guidelines. Je trouve que les guidelines de péricardite sont parmi les guidelines qui sont extrêmement clairs. Ils sont faits en 2015, mais ils n'ont pas encore perdu de leur valabilité. Ils sont très bien faits. Et ils ont surtout ces petits tableaux qui sont synthétiques, clairs, avec des indications très précises qui vont vous orienter tout simplement. Si vous n'êtes pas dans le cadre de la tamponnade où il faut vraiment agir en urgence, prenez les guidelines, lisez-les, encadrez votre patient dans le tableau qui lui correspond et c'est bien. Ce qui est important, c'est de se faire une idée et surtout ne pas passer à côté de pathologie, ne pas sous-diagnostiquer. Je trouve que c'est souvent difficile à diagnostiquer une péricardite constrictive si on n'y pense pas. Si on passe à côté d'une péricardite aiguë banale, ce n'est pas extrêmement grave. On a probablement des tas de patients qui vont aux urgences avec une douleur thoracique, qui sont envoyés à la maison sans avoir fait des investigations de type ECG parce qu'ils sont très jeunes. Et ils vont à la maison et finalement, ils guérissent spontanément de leur péricardite. Ils font aucune complication, ils font aucune récidive. Et ça passe comme ça, non diagnostiqué. Donc, ce n'est pas extrêmement grave, mais quand on passe à côté d'une péricardite constrictive, on va avoir un patient extrêmement souffrant, on va avoir un patient extrêmement grave, difficile à traiter, qui va porter une étiquette de heart failure with preserved ejection fraction ou une étiquette comme ça qui n'a rien à voir, et donc recevoir des traitements inappropriés et être pris en charge peut-être trop tard. Évidemment, moi, comme échocardiographiste, j'ai insisté sur l'échocardiographie, mais en fait, ce sont les guidelines qui insistent dessus. Je n'ai même pas utilisé assez peu d'arguments échocardiographiques dans cette présentation parce que j'essaie de vous donner une image qui va intégrer les outils que vous allez utiliser comme cardiologue, donc la clinique, l'ECG, la radiographie, la résonance magnétique, le CT, et finalement l'échocardiographie. Mais l'échocardiographie, c'est la clé. C'est la clé du diagnostic dans les pathologies du péricarde. Alors, on a encore 2 minutes pour des questions. Si vous avez encore le courage. Sinon, aux courageux qui m'ont accompagné dans cette présentation, je les remercie. Aux courageux qui ont posé des questions, encore plus merci. Je reste à votre disposition, comme je vous ai dit, via le mail d'Erasme ou si vous ne l'avez pas, je peux vous le donner, je pense. Voilà. Ça, c'est mon email. Et si vous avez des questions, en tout cas, les collègues qui travaillent ici avec moi, ils peuvent toujours les poser directement. Sinon, envoyez-moi des emails avec vos questions si jamais je peux vous aider. Le contenu de la présentation, je peux vous l'envoyer aussi, mais je pense qu'il est déjà disponible sur le site en format PDF. Merci pour votre attention. Profitez bien de la soirée et continuez. Courage pour votre formation. J'espère que cette petite présentation vous sera utile dans votre pratique. Bonsoir à tout le monde. Au revoir.